Cash Coach. Les coachs qui parlent cash. Bienvenue dans cette nouvelle émission Cash Coach, l'émission des coachs qui parlent cash. Aujourd'hui, on va parler de sport. On va voir la différence entre le coaching et la préparation mentale et en quoi finalement ça peut se combiner après l'après-JO, c'est d'actualité. Donc je suis accompagné pour ce Cash Coach de Stéphanie. Bonjour. Salut Stéphanie, tu peux dire en 2 mots ce que tu fais? Alors, oui, je suis préparatrice mentale et coach en performance mentale. Ok. Véronique. Bonjour, donc moi Oui. je suis Véronique, je suis préparatrice mentale dans le sport et l'entreprise. J'accompagne les jeunes athlètes de haut niveau en stagnation de performance face à de forts enjeux. Et puis je duplique, quand on me le demande, les mêmes techniques chez le dirigeant ou le manager quand il y a une demande particulière. Ok, cool. Elisa. Et moi, Isabelle Blanc, j'ai été championne olympique en 2002 en snowboard. J'ai eu une carrière de 15 ans de sport de haut niveau. Et aujourd'hui, je suis coach. Super. Donc, je suis bien entouré. On va pouvoir bien voir ce que c'est que le coaching, la préparation mentale. Donc, toi, Elisa, en tant que témoin, puisque du coup, tu as eu les 2 activités, vous aussi, vous faites du coaching, de la préparation mentale. Donc, peut-être déjà démarrer par finalement ce que chacun entend par préparation mentale et par coaching, puis après on va voir au fil de l'eau jusqu'où on va. L'idée, c'est de montrer à ceux qui nous regardent les différences et qu'ils arrivent bien à distinguer ce qu'est la préparation, de l'ordre de la préparation mentale et en quoi ça peut les aider dans ce cas-là. Et puis le coaching, qu'est-ce que ça peut aussi amener de différent. Voilà. Qui veut démarrer? Bon, moi, je peux démarrer. Par rapport au sujet, en fait, c'est vrai que, donc moi, comme je viens de le dire, j'ai eu une carrière de sportive de haut niveau pendant 15 ans et j'ai eu la chance d'être dans un sport, donc je l'ai dit, le snowboard, qui était un sport pionnier à l'époque, il y a plus de 20 ans quand j'ai gagné ma médaille. Et comme c'était un sport pionnier, il n'était pas sous l'emprise de certaines institutions. Et du coup, je pouvais me préparer comme je voulais. Donc, j'ai fait aussi partie des pionnières en préparation mentale, parce que j'ai pu m'entourer d'entraîneurs, de préparateurs physiques, de préparateurs mentaux, d'énergéticiens, d'ostéopathes énergétiques, de psychologie. Enfin, j'ai voulu explorer, parce que je pense que ça avait du sens pour moi. Et donc, dans l'évolution de ma carrière, en fait, je faisais autant attention à ma préparation physique et technique que ce qui pouvait me permettre de, ce qu'on appelle plus communément, de m'aligner, de me comprendre, d'être vraiment en phase avec tout ce que je faisais et pour être performante dans le sport. Voilà. Donc j'ai exploré plein de choses, dont la préparation mentale et le coaching. Ok. Comment ça se caractérisait pour toi la préparation mentale? C'est quelle sorte d'activité, d'exercice? Tout ce qui va être sophrologie, visualisation mentale, respiration, voilà, compréhension, méthodologie, mettre en place des routines, jusqu'à devenir fétichiste. Parce que moi, j'ai eu une période où quand je prenais l'autoroute, il fallait toujours que je passe à la voie de droite, sinon ça n'allait pas, j'allais me planter à j'allais me planter à la course, ou que j'ai mon soutif, j'allais dire, que j'ai mon soupule fétiche ou des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est le genre de routine que parfois tu mets en place si tu n'as pas le soupule qui va. Mais voilà, en fait, je dirais, moi, ma compréhension, même si la préparation mentale évolue aussi, c'est on a des outils. Donc moi, j'ai eu des outils qui ont été essentiels dans ma préparation, le fait de stabiliser mon stress. En revanche, il y a quelque chose que ne m'apportait pas la préparation mentale, que m'a apporté tout ce que j'ai découvert en dehors, avant même que le coaching existe tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'on va plus communément appeler développement personnel ou des choses comme ça. C'est tout simplement la vraie connaissance de soi. Donc je suis passée au travers de la psychologie, bien sûr, et puis d'autres formes de thérapie, parce que j'en avais besoin, ça m'équilibrait. Et toutes ces formes de thérapie ou de thérapeutes que j'ai pu rencontrer m'ont permis d'aller me rencontrer, au final. Et me rencontrer, c'était pas la même chose que de pratiquer certains outils. Voilà. Ok. Qui enchaîne? Je vais rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, moi, j'ai commencé par un diplôme de préparation mentale. Et après, je suis allée dans le coaching mental parce que j'ai vu vraiment en pratique que la préparation mentale, il y avait énormément d'outils, que certains outils étaient vraiment appropriés pour les jeunes sportifs
et qu'avec quand ils arrivent avec une problématique, des fois, il est suffisant d'appliquer tel ou tel outil. Mais finalement, en creusant un petit peu plus loin, on se rend compte que voilà, la connaissance de soi pour l'athlète, c'est vraiment c'est le meilleur outil finalement. Voilà, c'est vraiment c'est un allié. Il faut qu'il soit un allié pour lui-même. Donc du coup, oui, pour moi, l'un va avec l'autre. Je trouve que c'est pas dissociable et que finalement, la connaissance alliée aux outils de la préparation mentale, comme tu disais, de la visualisation, des différentes respirations, fait un combo gagnant. Voilà. Donc, c'est peut-être que le coaching mental fait peur, parce que peut-être plus apparenté à la psychologie. Donc, c'est vrai que souvent, on passe par la porte de la préparation mentale avant d'aller vraiment plus analyser quel comportement a le sportif et qu'est-ce qui fait qu'il a ces comportements-là. Voilà. Ok, merci. Véro ? Alors moi, je dirais que avant de me former au coaching, j'ai fait une thérapie pendant 7 ans. Donc j'ai appris tout ce qui était aller un petit peu en profondeur. Mais je l'ai fait pour moi, sans avoir l'objectif d'être coach derrière. Et en fait, cette thérapie m'a amené à faire une formation de coach, de coaching généraliste. Ensuite, comme j'étais sportive moi-même quand j'étais jeune, que j'avais été prof de PS, que j'ai fait STAPS pendant un cursus STAPS, que j'ai été prof de PS, etc. Donc j'étais attirée en fait par le sportif et le jeune sportif. Ça m'intéressait en fait de l'aider parce que moi en fait j'ai arrêté ma carrière de sportif de haut niveau parce que j'ai eu un souci en fait lors d'une compète. Mon entraîneur, ça s'est pas bien passé. Voilà, donc j'ai tout arrêté en fait du jour au lendemain. Et en fait, il m'aurait fallu un préparateur mental à ce moment-là. Et donc du coup, je me suis dit, ça serait quand même con de ne pas pouvoir aider ces jeunes qui parfois craquent comme ça, alors qu'il suffit juste de les aider un petit peu. Du coup, donc voilà, donc je me suis formée à la prépa mentale. Et puis très vite, je me suis aperçue qu'en coachant ces jeunes athlètes, ou moins jeunes, je me suis dit, non mais là, il y a un truc qui me manque, c'est le questionnement, c'est aller au fond, quoi. Aller vraiment dans la connaissance de soi, comme moi, je l'avais fait en thérapie. Mais par contre, je ne savais pas trop comment faire. Puis surtout, je voulais pas trop, je voulais aller je voulais pas dépasser ce que j'avais le droit de faire, entre guillemets, puisque je ne suis pas psychologue. Même si j'ai fait 7 ans de thérapie, je pouvais être psychanalyste, mais je me donnais pas l'autorisation. Et du coup, je me suis formée donc, au questionnement, et puis après, au sein de débit, le questionnement, enfin, tous les outils qu'on apprend, les protocoles. Et je trouve que maintenant, c'est vraiment une plus-value. Donc comment je l'utilise ? Quand ça suffit, comme tu disais, Steph, quand il ne s'agit pas d'aller trop loin, je reste dans la prépa mentale. Puis dès que je vois qu'il y a un petit truc, il y a une petite porte qui s'ouvre, surtout chez les jeunes, j'y vais. J'y vais quand on m'ouvre la porte. Par contre, chez les adultes, j'y vais direct, parce que c'est obligatoire. Pas de questions, là. Donc en fait, voilà, je fais de la prépa mentale d'abord, après, si c'est possible, du coaching mental, et après, je regonfle l'ensemble, avec la connaissance de soi. Ok. Je vais apporter aussi un petit plus, en tout cas, mon expérience. Moi aussi, moi j'ai appris le coaching d'abord et la préparation mentale, je me suis formé après le coaching. Donc j'avais déjà cette approche un peu plus profonde, un peu coach, quoi. Et en fait, je m'en suis rendu compte en coachant des sportifs. Et c'est vrai que, par exemple, je me rappelle d'un gars qui pétait des câbles après l'arbitrage, qui créait l'injustice et qui n'arrivait pas à se maîtriser. Donc, effectivement, comme j'étais entre deux, apprentissage coaching, apprentissage prépa mental, ça remonte à 20 ans, et que j'avais pas tout compris au coaching à cette époque-là. J'utilisais des petites techniques de coaching, mais comment tu pourrais faire, comment tu pourrais t'y prendre. On ne posait même pas des questions sur l'origine qui fait qu'il pète un câble. Et puis après, les outils de préparation mentale, donc respiration, maîtrise des émotions, enfin bref. En fait, si tu ne vas pas voir ce qui fait chez lui qu'il pète un câble après une injustice et que l'arbitre représente l'autorité, et ça, en fait, avec l'énéagramme aussi, donc ça te permet d'aller plus loin.
jamais, pour moi, hein, avec des outils, ou en tout cas, je n'ai pas su faire, des outils de préparation mentale, tu vas arriver à le faire passer un cap. Donc, le coaching va lui permettre de prendre conscience que c'est une résonance ou un écho qu'il a vis-à-vis de ce qu'il subit ou qu'il considère comme une injustice par rapport à un arbitre, donc une autorité. Et après, pour moi, c'est de l'affinage et de la régulation en termes de... Pareil avec les nageurs aussi. Pareil, quand tu es en stress dans la chambre d'appel, que tu es dérégulé au niveau émotionnel, tu ne peux pas arriver sur le plot avec des exercices de respiration ou autre, ou de sophrologie ou de relaxation, arriver sur le bon hémostat, comme on dit, pour faire l'action juste. Voilà. Donc, moi, voilà aussi comme ça, c'est comme ça que je le vois. OK. Alors, peut-être continuer sur à quel moment et pourquoi et dans quelle situation on va faire la prépa mentale et dans quelle situation on va faire du coaching, par exemple. Alors, soit parce que vous l'avez vécu, ou soit vous l'avez appliqué avec des jeunes, et donner un peu comme ça des exemples pour que peut-être ceux qui nous regardent sachent si c'est de l'ordre de la prépa mentale, du coaching, et qu'ils puissent aussi choisir des prestataires qui ont la double casquette, ou ça s'adapte plutôt au coaching, ou plutôt à la prépa mentale, ou peut-être à voir un psychologue du sport. C'est là où c'est délicat, c'est-à-dire que, en plus là on vient de vivre les JO de Paris, on voit que les athlètes, toujours dans cette recherche de performance qui est liée qu'à finalement qui tu es, ce que tu es capable de réaliser. Aujourd'hui, moi avec mon regard un peu là, je ne sais pas comment on peut dissocier les deux. Tu vois, je ne vois pas comment un préparateur mental ne peut pas s'intéresser aux techniques de coaching et au final un coach qui ne s'intéresserait pas aux outils de performance, parce que c'est ça, hein, les outils de préparation mentale, s'il a des sportifs à coacher. Dans l'évolution, tu vois, j'ai du mal à me dire c'est où. En fait, c'est un prestataire qui puisse t'apporter les deux, parce qu'on sait à quel point aussi la relation est importante, et d'avoir deux prestataires différents, un qui te fait du coaching, c'est tellement lié au niveau de la personnalité, que pour moi, c'est dans l'évolution du sport et du soft skill, de ce qui peut accompagner les sportifs, je ne vois pas comment un préparateur mental, parce qu'on a plus connu ça dans le sport et aujourd'hui le coaching arrive, donc ces techniques de coaching, et notamment, alors après là je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais l'approche de coaching qu'on a chez Odeby, en fait, qui est... il y a les approches de coaching qui sont pragmatiques sur la performance dans l'entreprise, des choses comme ça. Mais cette approche humaine qu'on peut avoir dans la pratique qu'on a chez Odeby, il y a une véritable approche humaine. Je pense que lié à la préparation mentale, c'est effectivement la voie. Parce que la relation va faire que l'athlète va pouvoir vraiment se livrer entièrement dans ce qu'il est. Aller comme on disait, au plus profond de soi. Parfois, on découvre des choses qui remontent, toute notre historique, nos besoins, tout ce qui va se trouver. Enfin, moi, j'ai quelques sportifs, parce que je ne fais pas de la préparation mentale, mais je les prends en coaching. Et effectivement, je m'outille d'outils de préparation mentale pour aller là-dedans. Parce qu'en fait, cette relation va faire que c'est ça qui va amener à développer tout ce que le sportif peut mettre en place pour sa performance, mais pour qui il est en fait. Parce que c'est ça, on se révèle au travers du sport, c'est un développement personnel, c'est un terme qui est un peu... mais c'est vrai que moi, toutes ces années de sport, en fait, ça a été une expérience qui m'a permis de grandir énormément. Et souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut imaginer qu'un sportif, sur une période, on va dire, si on fait une bonne carrière de 10 ans à haut niveau, sur ces 10 ans, on a des expériences de vie émotionnelles qui sont peut-être multipliées par 2 ou par 4 par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas cette carrière de sportif de haut niveau. Et que donc, il se passe tellement de choses que l'accompagnement, en plus, est essentiel. Souvent, les sportifs, ils viennent te voir, ils veulent performer dans leur sport. Donc, ils veulent des outils. Voilà. Ils pensent que les outils vont les faire performer. Donc, ce n'est pas totalement faux. Mais en fait, souvent, là, ce que je peux... par rapport à mes accompagnements, on se rend compte qu'ils commencent à comprendre que finalement, tout ce qu'ils vivent au quotidien est impactant pour leur sport. Et en fait, c'est régler ce qu'ils vivent au quotidien pour devenir performants dans le sport. Alors, c'est vraiment paradoxal, mais ils ne viennent pas du tout pour ça à la base. Mais finalement, c'est ce qu'on va traiter sur les accompagnements.
Donc, on rentre par la porte de la préparation mentale, on teste des outils, mais on se rend vite compte, en fait, c'est inéluctable. On peut pas ne pas aller creuser, on ne peut pas voir la personne dans son entièreté. Et eux aussi, en fait, ils apprennent à se connaître aussi par rapport au coaching mental. Et ils disent, ah ok, on met en évidence, en fait, d'autres choses, en fait, qui les freinent dans leur performance. Puis l'outil, s'il manque une compréhension, parce que c'est ça, hein, le coaching, c'est se comprendre. Si l'outil, tu l'utilises et que tu n'as pas compris ce qui t'a amené à, par exemple, on parle de la gestion du stress, des choses comme ça, la respiration, cohérence cardiaque et tout ça. Mais si à un moment donné, je n'ai pas compris que cette peur de gagner ou cette peur de perdre qui m'anime lorsque je prends un départ, si j'ai pas compris d'où ça vient dans mon histoire de vie, quels ont été les moments impactants qui font que j'en suis à avoir cette crainte-là, j'ai beau faire la respiration que je veux, ça va peut-être atténuer, diminuer, mais du moment où j'ai la compréhension de mon histoire et de ce qui fait que je réagis comme ça, ça va même amplifier l'outil qui va vraiment être approprié et va vraiment faire ses effets. Ça me fait penser qu'un jour, j'ai coaché un petit footballeur très jeune et il était un peu parano sur le terrain. Il avait toujours l'impression qu'on lui cherchait des noises tout le temps. Et en fait, on a travaillé sur… Du coup, lui, il m'a ouvert la porte de la connaissance de soi. Et du coup, je lui suis allée et il s'est laissé faire, en fait, et il a compris, en fait, son fonctionnement. Et en fait, maintenant, il ne s'agit plus de se dire qui c'est qui me veut du mal, mais j'anticipe, en fait, ce qui va se passer sur le terrain. Et en fait, on m'a choisi dans mon club d'aujourd'hui pour ça. Et là, en fait, il a trouvé ça tout seul, quoi. Et ça l'a vachement soulagé. Et il s'est relâché, mais c'était vraiment chouette de voir ça, alors que je crois qu'il est en première, donc tu vois, il a 16 ans, il est tout jeune. Et paradoxal. Et aussi, au même moment, j'ai coaché une jeune fille sur du roller. Elle avait la porte était complètement fermée. Et ben là, je l'ai invitée à aller voir une psychologue. Parce qu'en fait, il n'y avait aucun moyen de rentrer dans son intimité, si on peut dire ça comme ça. Et là, du coup, je l'ai invitée à aller voir un psychologue pour faire connaissance d'elle-même d'une autre façon. Voilà. Donc, voilà. Très souvent, en fait, tu as quand même pas mal de jeunes sportifs qui viennent pour la gestion du stress ou la gestion des émotions. Souvent, je m'en rends compte dans ma pratique, c'est souvent ça. Et en 4-5 séances, en fait, finalement, c'est déjà réglé avec les outils qu'on a. Ça va assez vite. Par contre, de voir quelle est la source du stress, mais qui est bien plus profond, ça, par contre, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Mais souvent, les jeunes, en fin de suivi, ils disent « bah oui, je suis venue te voir pour ça », mais finalement, on a traité, on a fait un éventail de moi. Enfin, on a fait un scan de tout ce qui peut se passer, tout ce qui se joue sur une compétition, ou à l'entraînement, ou dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est intéressant. Ils aiment bien parce qu'ils viennent pour un truc et en fait, ils repartent avec bien plus. C'est sûr. Et ça, ils aiment bien. Est-ce que vous avez rencontré, vous, des limites de justement, quand vous proposiez des outils de préparation mentale et qu'au final, vous avez rencontré des limites que l'outil ne faisait pas Alors moi, la limite que j'ai ressentie, c'est quand le jeune ne s'entraîne pas. En fait, quand il ne s'entraîne pas à l'outil, ça ne marche pas. Ouais, l'outil de prep mental. L'outil prep mental. Ouais. Ça ne marche pas. Ouais. Après, l'outil prep mental. Oui, donc c'est cette compréhension aussi chez l'athlète que la séance que tu fais avec ton préparateur mental ou l'outil que tu apprends, c'est que derrière, il y a aussi une récurrence à avoir. Il faut s'entraîner, et ça demande un peu de temps, c'est pas magique, on y va tranquillement, mais il faut s'entraîner. Ça, c'est la limite que j'y vois, en prépa mentale, c'est la limite que je vois. Après, en coaching, c'est si la personne s'ouvre ou pas, en fait, si elle a envie ou pas. Ouais. Et du coup, moi, si elle n'a pas envie, j'y vais pas. Ça, c'est un peu mon truc à moi. Ok. Alors, Isa, donc, dans ta carrière, tu as eu les services d'une psychologue ou d'une préparation, enfin, en tout cas, tu as fait de la préparation mentale, mais le coaching n'était pas là. Mais bon. Comme je disais, j'ai testé différentes formes de thérapeutes. C'est ça, ouais. Et dans ces différentes formes de thérapeutes, ce n'était pas vraiment des coachs, comme on dit aujourd'hui, mais il y avait certains qui pratiquaient le questionnement, la connaissance de soi ou le développement personnel. D'accord, ok. Donc tu peux dire que tu as été coaché ? Oui, okay. Complètement.
Est-ce que j'allais te poser la question, ça aurait apporté quoi si tu avais eu le coaching tel qu'on le pratique tel qu'on le sur le pratique début. aujourd'hui. Ouais. Bah, là, en fait, il y a un outil qui me vient qui est l'énéagramme, depuis que je l'ai rencontré, qui m'a apporté encore plus de compréhension d'un mécanisme, tu vois, du mécanisme que je dois avoir. Après, à l'époque où je pratiquais le sport, tout ce que j'ai pu rencontrer comme thérapeute et autres, c'est comme si c'était des choses. L'énéagramme m'a permis de mettre des mots sur des choses qui étaient peut-être émotionnellement ou un peu comprises dans mes fonctionnements et tout ça. Mais là, l'énéagramme, c'est comme si voilà, j'avais une matrice qui me permettait de mettre des points sur ce que j'avais expérimenté et compris à un moment donné. Ouais. Voilà. Ok. Parce que là où j'allais en venir, c'est. Mais bon, peut-être qu'en 98, tu n'étais pas préparé mentalement non plus. Non. Voilà. Ouais. Parce 98. que là, est-ce que tu finis sur les fesses si tu es coaché, tu penses? J'aimerais bien te donner la réponse. Est-ce que je passe à côté de ces jeux si je suis coachée? Va savoir. J'aimerais bien savoir. Mais je ne peux pas te donner la réponse. Peut-être pas, peut-être que quand même. Mais effectivement, par rapport à la problématique que je rencontre sur Nagano, que je décrypte après, hein, bien sûr, je ne sais pas si à ce moment-là, à 20 ans, parce que j'avais 20 ans, tu vois, il y a un temps aussi, tu vois, j'aurais pu comprendre ce qui se jouait pour moi. Mais de toute façon, une compréhension aurait forcément amené un déclenchement de quelque chose. Alors, je te pose cette question parce que, justement, alors j'interviens à l'université et cette question, tu sais que je l'aborde. Je me régale à l'aborder. Et justement, le dernier jeune que j'ai eu, c'est, bon, sans citer le nom, mais il est dans une situation où il vient de changer de club et il a du potentiel, mais il n'arrive pas à l'exprimer, comme souvent. Mais focalisé sur les stats qui lui mettent une pression, et ce qu'il m'explique, c'est que émotionnellement, il se perd sur le terrain, il a même des absences sur le terrain, qui fait que il perd tout son football, parce que c'est du foot, et que voilà, et qu'il est en train de gâcher son truc. Quoi. Et en fait, moi perso, je rentre toujours par la porte coaching. Et le truc, c'est que là, on a beau après essayer de faire de la gestion du stress, de la cohérence cardiaque, de la gestion des émotions, d'expliquer aussi ce qui se passe, de prescrire un entraînement. Voilà. Ce que j'ai fait après, hein, évidemment. C'est-à-dire rajouter ce que je vais expliquer là, dans son entraînement, en plus du physique. Mais déjà, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, comme tu dis, ils viennent chercher des outils parce que ils s'entraînent techniquement, ils apprennent, ils font des exercices, ils apprennent. Ouais. La prépa physique, c'est aussi de l'entraînement avec des exercices, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas avec le mental. Sauf que du coup, avec lui, je ne rentre pas par cette porte. Et ce qui le bloque, c'est, au final, c'est l'investissement et le sacrifice que font ses parents pour lui. Et en gros, c'est avec tout ce que font mes parents pour moi, si j'échoue, c'est la cata. Ça, c'est une question de coaching et pas une question de préparation mentale. Ouais. Oui, tout à fait. Ça, on le rencontre très, très souvent, en fait. Enfin, une fois sur deux, on peut dire. Il y a tellement d'investissements financiers des parents pour donner tous les moyens possibles pour qu'ils performent qu'effectivement, c'est un poids. Voilà, ça les... Du coup, faudrait-il coacher aussi les parents? Quand ils sont jeunes, c'est une question pour toi. C'est ce que je fais en fait, et ça marche vraiment bien parce que d'abord le parent il voit que sur son enfant il change et il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il est curieux et il vient me voir et c'est souvent les mamans qui viennent me voir pour être honnête. Et je reviens sur les parents aussi. Moi je rentre par la prépa mentale parce que les parents on s'occupe de leurs enfants quand même. Et du coup, il faut, avec mon filtre à moi, hein, éducation nationale, machin, éthique, machin, enfin voilà, vous voyez bien ce que je veux dire, je rentre doucement pour que les parents soient OK. Le gamin raconte à son parent, voilà, on a fait ça, le parent a confiance en moi, et après, je peux rentrer un petit peu dans le coaching. Voilà pourquoi, en fait, je rentre plutôt par la prépa mentale. C'est plutôt mon truc.
Et justement, on parle des parents, parce que petit message aussi, hein, accompagnant, c'est ça, c'est même si on veut pas et qu'au final on veut le mieux, et on veut que notre enfant performe et autres, et qu'effectivement on fait des sacrifices, tôt ou tard, on est amené à avoir un comportement, une parole qui va faire porter le poids à l'enfant, au mieux. Parce que des fois, c'est pire que ça. Mais même sans dire, tu te rends compte ce que je fais pour toi, on peut avoir, ou même si on ne veut pas, on ne peut pas maîtriser ce que l'enfant, lui, va penser de ce qu'on fait et comment lui l'analyse. Et là, en l'occurrence, c'était le cas sur ce sujet. Et ça a pris pas longtemps pour libérer. Et bien sûr, et en fait, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, en fait, derrière cette réflexion, et du coup, cette limite et cette charge mentale qui pèse et qui va se transformer après en d'émotions déséquilibrées, c'est, vous vous rendez compte, le joyau qui est derrière, c'est-à-dire que l'enfant qui est capable de penser ça, il y a de la loyauté, il y a du respect, il y a envers ses parents. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée qu'il peut y avoir sur le terrain par rapport au collectif, en l'occurrence dans ce sport, qui est mis à mal et qui finalement limite le potentiel du gamin. C'est terrible. Alors qu'en fait, ce sont des qualités formidables. Donc voilà un exemple de coaching. Alors après, pour illustrer, c'est une fois que ça s'est débloqué et que c'est compris et qu'il n'y a pas à porter de charge et que effectivement c'est validé par les parents. Donc déjà, ça c'est deuxième chose qu'on peut pointer, c'est le problème de communication aussi. C'est-à-dire qu'on ne communique pas, on interprète, on imagine que le parent peut dire mais c'est quand même simple. L'enfant peut dire mais je croyais qu'il savait. Et en fait, comme on ne l'a pas exprimé, voilà, ça entraîne ça. Donc déjà, deuxièmement, effectivement, faire communiquer tout le monde. Et troisièmement, après, pour moi, c'est mettre en place des exercices pour faire grandir l'enfant, le faire maturer, aussi qui prenne aussi ses responsabilités, des capacités de leadership qui au final sont cachées et sont limitées par rapport à cette charge. Et donc bon, après voilà, ça a été une vraie libération. Voilà un exemple voilà, qui s'est produit. Alors je comprends que tu passes par la préparation mentale au départ, parce que c'est ce qui t'est demandé aussi, voilà. Et puis après, c'est arrivé vite à juger est-ce qu'il faut basculer sur l'une ou l'autre. Ok. Et souvent, quand ils voient que tu rentres par la préparation mentale et c'est ce qu'ils veulent, mais que finalement, ils arrivent à conscientiser que c'est leur comportement de la vie de tous les jours en fait, qui impacte leur performance. Après, ils sont très demandeurs d'aller là-dedans et d'essayer de se comprendre, en fait, de ce qui se joue à l'entraînement avec leurs partenaires, ce qui se joue sur les compétitions, ce qui se joue à la maison, à l'école, enfin, que tout ça peut impacter leur entraînement au quotidien, puis la compétition, puis les résultats. Et ça, ils mesurent très vite, en fait, que ça infuse dans tous les domaines de vie. Ça c'est chouette, en fait. Mais souvent, on parle de préparation mentale. Souvent, il y a un amalgame, c'est je vais voir un prép mental parce que j'ai des problèmes. Mais il y a aussi ou un coach mental parce que j'ai des problèmes. Mais en soi, il faut aussi voir ça d'une autre façon. C'est aussi, je vais déjà pas trop mal, je vais bien. C'est comment je fais aussi pour être encore meilleur. Voilà. C'est d'aller pointer des choses où je me dis, que j'avais pas conscience et aussi je peux être meilleur. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est bien la difficulté dans l'évolution du sport, moi je trouve, c'est que pas de souci pour s'occuper du technique, tu vois, l'aspect physique, technique, on va aller chercher des statistiques, des outils de mesure, se mettre des caps de partout. En fait, on est beaucoup en extérieur. Et l'intérieur, c'est comme si c'était quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est français, tu vois, mais j'ai l'impression que déjà à un moment donné, quand les préparateurs mentaux sont arrivés dans les équipes, au niveau des sportifs, les entraîneurs techniques, certains, pour la plupart, n'étaient pas tout à fait open. C'était un peu friand, c'est-à-dire que c'est la crainte. Je ne sais pas si c'est notre pays ou autre, mais tu vois ce côté de gourou. Parce qu'un sportif, et je vois bien, c'est qu'on est fragile, surtout quand tu es jeune, tu vois. Il y a une certaine fragilité à
à dire bah, cette personne-là pourrait avoir la solution pour moi, et c'est bien la problématique du coach, quoi. C'est qu'en fait, c'est pas nous qui avons la solution, c'est on a les outils pour vous accompagner. Mais du coup, ce côté un peu qui pouvait être vu à une époque peut-être comme le gourou qui va peut-être orienter l'athlète et tout ça, mais je pense que cette époque-là est complètement dépassée, qu'aujourd'hui on est vraiment en transversal, en fait, on est tous en train de comprendre que la performance au niveau sportif, elle s'acte sur différents points. Il y a aussi l'équilibre de vie, enfin je veux dire, il y a la connaissance de soi, la préparation technique, physique, mais l'équilibre aussi de vie, on parle de famille, tu parles des parents. En fait, une performance se construit par qui tu es dans tout ce que tu es. Et que ces équilibres-là, il faut qu'ils communiquent, comme tu dis, tu vois, de trouver une sorte d'harmonie entre tout ce qui entoure l'athlète. J'introduis toujours, moi, quand je présente ce que je vais faire avec l'enfant, enfin avec l'ado et le parent est là, je présente toujours un modèle systémique, c'est-à-dire que la performance mentale, c'est la condition physique, la technique, enfin, voilà, mais c'est aussi la santé, les relations, enfin, c'est tout un ensemble que moi je vais plutôt travailler ces deux champs-là, mais en fait, il faut que tout soit... c'est holistique. C'est holistique, voilà. Systémique, holistique. Et ça, j'entre toujours comme ça. Il y a pas mal de psys du sport à l'INSEP. Il y a des psys qui sont bien mis en place dans ces institutions. En fait, moi, le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle, c'est le lien qu'on va avoir avec son coach mental ou son préparateur mental qui est important. J'ai une athlète là, qui était au jeu qui m'a dit moi, je ne vais pas voir la psy à l'INSEP parce que du coup, elle coach aussi mes adversaires. Oui. Donc, en fait, ce qui est important en fait, là-dedans, c'est de trouver la personne avec qui vous avez le lien et qui va arriver à vous apporter ce que vous recherchez. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Ouais. Tout à fait. Alors, tu parlais d'être, Isa, de personne, de connaissance de soi. Avec ce que tu connais du coaching, qu'est-ce que ça pourrait apporter à un sportif de haut niveau ou de très haut niveau, le fait justement de travailler sur cet aspect-là? Le premier mot qui me vient, c'est libérer. Libérer parce que de l'expérience que moi j'ai, tu veux te prouver aussi des choses, tu veux te dépasser, mais on est des êtres sociaux, les autres comptent. Donc tu parlais les parents, les entraîneurs, ton village, ton pays. Tu vois, c'est à un moment donné toutes ces pressions-là qui quelque part vont te mettre possiblement des freins, des retenues, parce que la peur de décevoir, la peur de voilà. Et en fait, de se libérer en prenant conscience de ses possibilités, ses capacités, les freins qui deviennent conscients et qui sont complètement instrumentalisés par nos pensées, en fait, et d'arriver à se détacher de tout ça. En tout cas, de les mettre à leur juste place pour pouvoir exploiter ce qui va nous permettre de se libérer, en fait, et de vraiment exprimer tout ce qu'on peut exprimer dans une compétition. Ça permet aussi cet accès ou cette zone de flow. Là, moi, j'ai des souvenirs de compétition où je me sentais tellement alignée. Et quand je dis alignée, c'est en fait la mémoire musculaire était au top dans ce que je pouvais exprimer sur la neige, on va dire. Mes sensations étaient bonnes et je prenais le départ pour exprimer ce que je pouvais exprimer de mieux et pour le plaisir que j'avais à pratiquer mon sport. Et en fait, j'ai le souvenir de 2 courses particulières à Bardonecchia, 2 Coupes du Monde successives, où c'était tellement puissant cet alignement que je faisais, donc je suis dans des épreuves de vitesse, moi je faisais du slalom, j'avais l'impression que, tu sais, à la Matrix, que j'avais le temps de faire mes virages, c'était long, je me dis je vais me prendre une tollée à l'arrivée, et en fait j'étais justement au contraire, je mettais une tollée à mes concurrentes, en fait j'étais loin devant. Donc le premier jour, je me dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la chance du débutant façon de parler, aujourd'hui c'est exceptionnel, et je réédite le truc tellement à cette période-là de ma vie, j'étais alignée, c'était la période des Jeux Olympiques, donc effectivement, cette période-là où tout le travail qui a été fait, c'est juste, j'avais confiance en ce que faisait mon corps, et complètement envie d'être dans le plaisir, la libération, le plaisir de faire plaisir, le plaisir de partager, enfin ce qui moi m'anime. Et en fait, tout a eu sens et ça s'est passé, quoi.
Et effectivement, alors j'ai la petite anecdote, hein, la veille des Jeux Olympiques, de la course des Jeux Olympiques que je gagne, je me retrouve sur le télésiège avec le caméraman de France 3, qui faisait un sujet sur moi, parce que j'étais prétendante au titre. Et il me regarde et il me dit, je peux te dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il va me sortir? Et il me dit, tu me fais penser à David Douillet. Je dis, bah, je vais le prendre mal. Comment je le prends? Et en fait, non, il me dit, non, mais je plaisante, c'est parce qu'en fait, j'étais avec Douillet quand il a gagné les Jeux, je crois que c'était à Sydney. Et il me dit, en fait, t'es comme lui, je te sens tellement sereine que là, sur le télésiège avec toi, moi, je te le dis, tu vas gagner. Bon, j'ai pris, hein, j'ai dit oui, tu vois, ça c'est des trucs encore, je prends. Mais effectivement, ce qu'il ressentait, je ne sais pas, David Douillet, comment il était, il faudrait que je lui parle, mais effectivement, voilà, j'étais dans une phase où tout était juste aligné. Et je ne dirais pas que c'est une confiance en soi, parce que tu sais, on parle de confiance et tout ça. C'est juste sérénité. Sérénité, voilà, exactement. Le temps suspendu un peu. Ce que tu me dis me fait penser à une pongiste que j'ai suivie. Alors, le tennis de table, ça va très vite. Hein. Et en fait, elle a ressenti, elle était toute jeune aussi, seconde, première, elle a ressenti en fait ce temps qui s'arrête et elle a le temps de prendre l'info. C'est ça le flow en fait. Le flow, ouais. Le temps est suspendu, on n'est plus dans son ego, on oublie son ego. Et le temps est suspendu et on a tout le temps pour... alors peu de temps le même pour tout le monde. Hein. Et en tennis de table, je trouve que c'était hyper fort parce que le tennis de table, c'est quand même très rapide. Hyper rapide. Et là, je trouvais que c'était une vraie preuve qu'elle avait trouvé le flow comme tu le dis un petit peu là. Puis, tu vois, dans cette idée-là, là, ce que tu disais sur être, quand tu es dans ton être, en fait, moi, je reprends souvent cette idée on a souvent le faire et l'avoir. Je fais pour avoir. Et on oublie un élément essentiel qui est le début, c'est être. Et je dirais que dans le sport, c'est être et savoir-faire qui s'alignent. Le avoir, ce que je vais obtenir en étant comme ça, on verra après, mais c'est secondaire. Mais si mon être est aligné avec mon savoir-faire, derrière, tout est possible. Mais en tout cas, c'est de pouvoir tout donner. Ouais. C'est de pouvoir tout donner et d'avoir zéro bruit. Parce que tu peux, entre guillemets, rater ta course, mais tu sais que tu as tout donné. Quoi. Tu sais qu'effectivement, il y a eu zéro frein. Ouais. Et tu étais au 100% du jour. Exactement. Qui n'est pas le même 100% de la veille. S'il y a des regrets, et j'aurais dû, et j'ai machin. Donc on parle de flow, état de grâce aussi, on peut parler de ça. Ouais. C'est des moments qu'on connaît, que tout le monde connaît, même à petit niveau, chacun à son niveau. Ok, alors, et pour toi Stéphanie, qu'est-ce que peut apporter le coaching à un sportif de plus? Le coaching, pour moi, c'est les profils de personnalité, donc c'est l'outil de l'énéagramme, c'est se connaître et d'aller sur ses peurs, en fait. Voilà. Et si on arrive à déterrer la peur, de changer cette perception, de faire ce travail-là, pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Donc, vraiment, pour avoir pratiqué que de la préparation mentale et pratiquer de la préparation mentale avec le coaching mental et cet outil d'énéagramme qui est transformationnel, et ben, je vois vraiment la différence. Et ça fait vraiment, pour moi, il n'y a pas photo. C'est vraiment quelque chose de puissant. Donc, aligné avec des protocoles de PNL, c'est un combo gagnant. Et en fait, je trouve que les accompagnements sont beaucoup plus puissants, profonds. Et en fait, à chaque fois, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que veulent les sportifs, mais à chaque fois, les résultats sont on va dire, formateurs. Voilà, parce qu'en fait, ils grandissent et ils prennent de l'expérience, ils prennent de la maturité. Et même à 14 ans, en fait, le fait de comprendre comment on fonctionne, en fait, c'est pas, surtout à cet âge-là, j'ai envie de dire, c'est que du plus pour évoluer. Voilà, pour leur vie future. C'est ça. Je te rejoins là-dedans, on parle souvent de la reconversion de l'athlète et tout ça. Mais au final, il y a sa capacité physique, mais ce qui peut être fait en soft skills, ça sera de toute façon quelque chose qu'il aura pour sa vie d'après et puis construire aussi sa vie d'après-sport. Moi, j'ai une petite anecdote comme ça. Je suis venue à la préparation mentale. J'ai été sportive, mais je suis venue à la préparation mentale parce que j'ai suivi mes enfants qui ont fait du sport. Et ma fille m'a toujours dit, tu sais maman, je pense toujours à mes séances que j'ai eues en préparation mentale. Et c'est quelque chose qui m'aide à avancer encore tous les jours. Voilà. Et qui lui a forgé en fait cette force de persévérance
pour sa vie de jeune femme dans ses études. Donc, je pense que vraiment, je pense qu'il y a un travail tout le monde devrait faire finalement. C'est une chance, c'est un cadeau. Moi, c'est ce que je dis aux parents. Je dis, c'est un cadeau que vous faites à votre enfant, à votre adolescent, de pouvoir mieux se connaître. Mais c'est un cadeau que vous faites aussi à vous, parce que finalement, c'est systémique, comme tu disais, Véro, parce que du coup, même dans les relations, il y a tellement de choses qui se jouent, qu'en fait, tout découle. Et puis, tu vois, Steph, l'idée, c'est de rendre son gamin autonome. Et du coup, on rend service aux parents, parce qu'en fait, son enfant, il s'envole bien plus vite, plus facilement. Donc, en fait, c'est en ça aussi que l'idée, c'est quand même que nos enfants s'envolent et deviennent autonomes. Et ça, c'est assez fort, je trouve. Ça enlève un poids aux parents, parce que du coup, en fait, ils vont... c'est plus eux, en fait, qui gèrent leurs gamins dans leurs difficultés. Ils délèguent, et du coup, ils s'allègent. Et en fait, c'est assez systémique. Ils s'allègent, donc ils allègent le gamin s'allège, le gamin allège ses parents. Enfin, c'est vraiment... ça infuse, en fait, dans tous les milieux et avec tous les membres de la famille. Et je trouve que ça, c'est fort. Tu vois, j'ai un jeune comme ça lui, c'était la préparation mentale, tout le côté un peu plus personnel. Il avait vraiment très peur de l'intrusion, vraiment. Et maintenant, c'est le premier à dire, entre guillemets, Steph, c'est comme ma psy. Tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette qui dit ça, parce que finalement, je me dis, il y a quelqu'un qui avait vraiment autant de mal à parler de lui et qui était vraiment que axé sur la performance. J'ai trouvé que c'était vraiment un avancement. Quoi. Puis, comme vous dites, quand tu en arrives à une connaissance de toi aussi profonde, ça dépasse le cadre du sport. On est centré sur l'être humain, là, et donc forcément, tu as peur de l'intrusion ou autre. Tu l'as dans le sport, tu l'as dans ta vie, que ce soit clair. Donc, c'est un investissement sur soi qui n'a pas de prix, quoi, au final. Alors, le coaching, c'est aussi, en tout cas, on ne parle pas de quelque chose d'important, là. On parle des peurs, de la connaissance de soi, de la compréhension de son comportement, de ses motivations, du moteur qui est derrière, qui me fait réagir comme ça. C'est génial. Mais le coaching, c'est aussi une perspective, c'est-à-dire aussi le sens que j'ai à faire ce sport, le sens de ce pourquoi je suis là, le sens de ce qui m'a motivé à pratiquer ce sport. Et peut-être à un moment donné, me rendre compte que c'est plus ça ma motivation d'aujourd'hui, il faut basculer sur un autre moteur. Et donc, c'est aussi le futur, c'est aussi l'action. Donc, c'est un formidable support ou outil aussi de développement de sens de ce pourquoi je suis là et ce que je fais. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Moi, dans les sports que je suis, en fait, il y a un âge qui est vraiment très propice à ce que tu viens de dire, parce qu'il y a cette envie, en fait, de toujours vouloir performer, d'atteindre le haut niveau. Mais finalement, il y a aussi la peur d'arrêter. En fait, j'ai un athlète, la dernière fois, il m'a dit, en fait, j'ai peur de plus avoir envie de faire mon sport, alors que ça fait des années que je me bats pour atteindre le meilleur niveau. Il me dit, j'ai peur de perdre la motivation. C'était vraiment super intéressant. Parce que il y a un moment où, par exemple, tes premières années U23, et que tu sais que de toute façon, il va falloir encore pendant 3-4 ans cravacher pour pouvoir avoir l'opportunité de passer en équipe. Après, ça dépend des sports. Et là, c'est cette résistance-là qu'il faut ils savent qu'ils peuvent perdre la motivation. Et il y a aussi tout le côté double projet, qui de toute façon, maintenant, c'est bien dans l'éducation nationale, on est toujours dans ce double projet. Mais ils voient que finalement, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Il y a cette vie d'étudiant qui est prenant, et puis on découvre d'autres sports. Donc, c'est trouver cet équilibre aussi, et faire aussi, c'est les aider aussi à faire peut-être aussi une transition entre ce rêve de haut niveau et puis ce passage en douceur vers plutôt le côté professionnel, quoi, des études. Voilà. Et là aussi, le préparateur mental, il est aussi là pour aider cette transition.
Parce que je me rends compte que beaucoup ont du mal à le faire seul. C'est vraiment un tiraillement pendant 1 an et demi. Je fais pas, je suis tiraillée entre l'envie de faire, de performer, mais j'ai quand même l'école, c'est quand même important. Ils sont vraiment, là, il y a vraiment le coaching est vraiment très important à ce moment-là aussi, hein. Justement, moi, j'interviens souvent à ces moments-là, quand il faut changer de club. Enfin, il faut aller dans une académie pour être, par exemple, pour le golf, il faut aller dans une académie pour avoir tout le staff autour de soi. Donc, il faut déménager. C'est dur, on n'a pas envie d'y aller. Mais par contre, on sait que c'est important d'y aller. Donc, on travaille sur l'autonomie. OK, maintenant, je suis capable de partir, de quitter mes parents, parce que j'ai envie de progresser. Et pour progresser, je suis forcée de changer de club ou de ville. Et ça, je le rencontre souvent. Et c'est souvent ceux qui ne font pas ce choix-là, souvent ils stagnent un petit peu. Donc ils mettent du temps à partir, ils perdent du temps. Puis ceux qui ont compris très vite par le coaching et la prépa mentale, eux ils s'en vont très vite, parce qu'ils n'ont pas le choix, hein. La ville dans laquelle ils sont, parfois c'est pas possible. Donc ils arrivent à quitter le club et donc là, ça y est, hop, ça démarre. Et si tu veux, à la fois, c'est trouver ce qui est bon pour le jeune. En fait, pas tout le monde est prêt à partir tout de suite. Il y en a qui font le choix de rester. C'est leur choix. Parce qu'ils ne sont pas prêts forcément. Parce que souvent, nous, les structures sont aussi. Ouais. en canoë-kayak, les structures, elles sont loin. Ouais. C'est ou Pau ou Paris. Donc voilà. Mais là, il y a une jeune qui a fait une médaille aux Jeux en kayak cross, qui a fait le choix de ne pas partir tout de suite de son club et qui est partie en structure plus tard. Mais c'est aussi les accompagner à qu'ils soient alignés avec eux, en fait. C'est ça. C'est pas forcément le bon choix de partir, parce que si ils partent et qu'ils sont trop jeunes, ben, tu n'as pas forcément les résultats escomptés. Voilà. Donc, c'est les accompagner, en fait. De dire, ben, si c'est OK pour toi, tu as pris le bon moment, en fait. Trouver, voilà. Mais là, tu donnes un truc, moi, qui me fait penser, en fait, c'est éliminer les doutes. Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, si effectivement tu n'es pas accompagné dans le questionnement pour comprendre ce qui a du sens pour toi, mais que tu es conseillé, parce que l'entraîneur, le préparateur mental sont plus dans le conseil de ce qu'ils voient. Et moi, par rapport à ça, j'ai une anecdote. C'est vrai que j'adorais partir en montagne, marcher des jours avec des copines. On se faisait des randos de 5-6 jours. Et en fait, bon, ça, c'est des fibres lentes, pour parler technique. Et moi, dans mon sport, j'ai besoin de fibres rapides. Et mon préparateur physique me disait, tes trucs là, c'est fini. Enfin, tu vois, tu fais plus ça parce que par rapport à la préparation, mais par rapport au jeu, hein, c'était. Et donc, en fait, comme j'étais entourée, moi, au niveau du questionnement, la prise de conscience que ces sorties étaient essentielles pour moi, pour mon équilibre, et de m'autoriser à dire, à trouver un compromis, en fait. C'est déjà d'entamer la conversation avec mon préparateur physique, de parler de ce qui avait du sens pour moi, et du coup, en n'ayant aucun doute là-dessus, mais étant dans, bon, qu'est-ce que je peux faire parce que ça, je ne veux pas m'en priver. Ça fait partie de mon équilibre. Et du coup, c'est là où c'est intéressant. Effectivement, on a trouvé, voilà, c'était pas plus de 3 jours, pas en faire plus de temps, voilà. Et du coup, ça m'a pas empêché d'être championne olympique du tout. Et pourtant, je suis quand même allée faire mes randos qui n'étaient pas forcément appropriés par rapport à ma préparation physique. Voilà. Parce que justement, si tu n'avais pas fait ces petites balades, peut-être tu aurais lâché l'affaire, quoi. En tout cas, j'aurais eu le doute. En fait, c'est juste de dire que quand le coaching, pour moi, c'est se responsabiliser dans nos choix. Et une fois que tu te responsabilises dans ton choix, tout en prenant en considération par rapport à ton objectif, ce qui est bon ou pas bon, là, c'est de prendre la mesure, de pouvoir converser avec mon préparateur physique. Parce que s'il reste sur le fait que tu peux pas, mais que j'en ai envie, du coup, je suis dans le doute parce que si je le fais quand même, imaginons dans son dos, je me dis, putain, est-ce que j'ai bien fait ou pas bien fait, tu te mets le doute. Tu sais que c'est pas raccord, alors que là, ça m'a amené à me responsabiliser dans mon envie, d'en discuter avec lui dire que c'était essentiel, qu'il comprenne et que lui, de par sa compétence, puisse m'accorder et qu'on s'accorde sur ce que je pouvais faire. Et du coup, plus de doute, c'est que j'avais tout ce qui était essentiel pour moi. Tu avais des feux verts, quoi. Ouais, j'avais des feux verts et c'était en raccord avec ma demande. Voilà. Ok, on arrive bientôt à la fin. Peut-être un mot sur le collectif. Il y a des entraîneurs qui peuvent nous regarder aussi. Préparation mentale, coach, bon, attention, c'est chasse gardée quand même un peu. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir une méconnaissance aussi de la manière dont ça a été aussi introduit, la préparation mentale, avec les premiers mentaleux donc, qui ont eu quand même la bonne idée de s'insérer, mais aussi qui ont
subi les écueils en fait de Mm. cette nouvelle discipline, voilà, qui ne s'applique peut-être pas de la même façon qu'un préparateur physique. Enfin, ça c'est peut-être une autre émission. Comment vous voyez, par rapport à vos expériences, par rapport à un entraîneur, sur une dimension collective, l'apport de la préparation mentale et du coaching? C'est par rapport pour un entraîneur, pour les entraîneurs? Mhm. C'est tout simplement le préparateur mental ou celui qui va accompagner dans le collectif, en fait. C'est un allié. C'est quelque chose qui n'était pas exploité, mais qui aujourd'hui, aux demandes des performances qui sont requises pour performer dans le sport, en fait, on va chercher toujours plus pour performer. Et ça, c'est un outil. Je veux dire, je sais pas, on est allé tellement loin déjà au niveau physique, technique, avec tous les matériels qu'on connaît aujourd'hui, enfin tout est développé, on est arrivé tellement loin que les marges de progression qui sont encore possibles, pour moi, hein, c'est celle-ci. Et que on est dans un monde complexe, que déjà un entraîneur, la complexité des choses qu'il a à comprendre, connaître, enfin sa compétence est déjà tellement pointue que lui demander d'avoir cette compétence-là, et à l'inverse, pour nous, avoir la compétence, enfin chacun sa compétence, mais travaillons ensemble. Tu vois, c'est ça. Et de dire qu'en fait, c'est créer de la synergie, mais surtout, on est des alliés. Mm. On est vraiment ça. Moi, je dirais que si on fait un travail collectif, c'est pas du tout dissociable du travail individuel. Enfin, le travail dans une cohésion d'équipe, pour moi, si on fait pas de travail individuel, ça va pas marcher. Donc, je pense que, pour moi, la cohésion d'équipe ou le coaching d'équipe, peu importe, c'est les deux. Parce qu'on ne peut pas tout travailler en collectif. Il faut parfois rentrer un peu plus dans le détail de l'individu. Et voilà. Alors peut-être pas tous les membres de l'équipe, mais en tout cas ceux qui le demandent, ceux qui ont été repérés par le préparateur mental ou le préparateur physique ou l'entraîneur. C'est pas tellement dissociable. C'est en fait, c'est coaching d'équipe et coaching individuel. D'accord. Oui, puis parce que parfois j'ai l'impression, moi, c'est peut-être ma croyance, hein, mais qu'il y a une peur de dépendance mais je pense que tout préparateur mental ou coach, en fait, moi je sais que ce qui m'anime, c'est d'accompagner et que la personne ou les personnes accompagnées trouvent leur autonomie. Et que, au contraire, c'est pas de devenir indispensable, c'est juste de contribuer, de participer pour amener à une certaine autonomie, tout simplement. C'est exactement ça. Après, dans le collectif, ce que je trouve très intéressant, c'est la systémie entre le coach, le collectif et le préparateur mental qui va être là, mais aussi le prép mental qui peut aussi aider le coach, parce qu'on n'en parle pas assez, on parle souvent de l'athlète, mais il y a aussi tout le poids finalement qu'il y a le coach vis-à-vis de toute cette équipe et toutes les injonctions qu'il y a derrière. Je pense souvent dans les sports qui sont un peu plus professionnels. Cette systémie, en fait, le prep mental est l'allié, le coach mental est l'allié de l'entraîneur. Il doit pouvoir s'appuyer sur lui, il doit pouvoir lui poser toutes les questions qu'il veut par rapport à aussi à faire grandir son équipe, en fait. Voilà, c'est ça, c'est une systémie. Voire même le coacher. Et voire même le coach. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, un des principes de base et la philosophie du coaching, c'est de développer une alliance avec son client. Donc ça, c'est clair. Ensuite, ce que je peux dire, parce que du coup, moi, je tends plutôt à accompagner des entraîneurs aujourd'hui que le sportif. Ce qu'il faut se dire, c'est que les relations, les interactions humaines sont trop complexes pour un seul homme. Voilà. Et surtout, qui plus est, lorsqu'on est dedans. Donc l'entraîneur ne va pas échapper, lui aussi, à ses stress, à ses émotions, à ses réactions, à ce qu'il ne supporte pas chez l'autre. Et en fait, pour moi, la communication, elle est là de base. C'est nos petits trucs au quotidien qui vont être décalés, qui ne vont pas être en connexion avec l'autre, qui va créer des écarts et qui va faire qu'on ne va pas se comprendre. Il y a trop d'occasions pour un entraîneur, justement, de créer ces écarts
et de créer de l'incompréhension, de la frustration et autres, ne serait-ce que par rapport peut-être à moi, entraîneur, comment je pense, avec ma personnalité, ça va être comme ça. Et du coup, il faut que mes équipiers le prennent en tant que tel. Combien de fois on voit un entraîneur qui performe dans une équipe, je parle plutôt foot, qui change de club et qui n'arrive pas à faire performer à ce moment-là l'autre équipe. Donc c'est parce que c'est trop complexe. Donc en fait, plus que jamais, je vois le modèle, c'est que finalement l'entraîneur soit lui-même accompagné pour lui, mais aussi pour la gestion du collectif. Ça c'est la première chose. Au mieux, hein, je dirais, si c'est possible évidemment. La deuxième, c'est que je pourrais dire, c'est un préparateur mental internalisé dans le staff, c'est chaud. Parce que le préparateur mental lui-même va être aussi happé par toutes les interactions. Enfin, on sait très bien comment ça se passe, hein. Quand on est dedans, y a des joueurs qui ne sont pas contents parce qu'ils ne jouent pas ou qui sont frustrés, ils viennent nous parler. On a quelque chose et en fait, on est pris dans des jeux psychologiques où le joueur pense qu'on va faire passer le message ou au contraire, s'il pense qu'il nous le dit, que nous, on va le répéter. Enfin, il y a eu des témoignages et des reportages là-dessus. Et donc, on est pris comme ça entre deux fers et on n'apporte pas la meilleure valeur et il va falloir être extrêmement habile. Et la troisième chose que je pourrais dire, c'est pour moi le meilleur modèle, c'est justement que l'entraîneur puisse aussi, par rapport à sa solitude, du management du staff aussi, même s'il délègue, même s'il fonctionne en intelligence collective, d'avoir quelqu'un auprès de qui va pouvoir parler, parce que s'il parle à son président, peu sont enclins quand même à comprendre. Voilà. On sait qu'on peut vite se faire croquer. Donc avoir un espace où je peux aussi décharger. Mais par contre aussi en relais, avoir, comme tu disais aussi, c'est un ou des coachs individuels qui peuvent coacher un ou deux ou trois joueurs en interne, mais vraiment sur la performance. Parce qu'en collectif, on se rend compte que ce qui fait qu'on ne va pas être dans une performance collective, c'est les interactions. C'est les incompréhensions, c'est qu'on n'est pas connecté, on n'est pas en phase, on n'est pas aligné. Il y a des écarts de perception qui se créent, donc des interprétations. Et si ces écarts-là ne sont pas organisés pour pouvoir en parler, eh bien, ça crée des dissensions et on n'est plus en phase après sur le terrain. Donc ça demande d'autres compétences encore que le coaching, notamment en intelligence collective. Et la meilleure version, pour moi, elle est là avec finalement très peu d'intervention de la part des mentaleux pour ne pas faire partie intégrante du système et ne pas alimenter de nouveaux problèmes le système, parce qu'on sait aussi qu'il y a un biais qui fait que quand on parle trop de problèmes, on génère le problème aussi. Voilà. Donc, tout ça est un équilibre et les coachs, justement, qui sont en collectif, doivent être très attentifs à cet équilibre-là, à ce qu'on appelle l'homéostasie, pour arriver à avoir les déséquilibres qui créent un côté dysfonctionnel de l'équipe. C'est hyper complexe en fait, hein, tout ça, mais c'est hyper intéressant. Si on avait la clé. Alors bon, il y a des méthodes qui sont appliquées, mais ça ne marche pas tout le temps, ou alors c'est temporel, c'est-à-dire c'est temporaire, c'est-à-dire que ça ne va pas durer longtemps. Voilà, il y a plein de modèles d'intelligence collective qui ont fonctionné, donc notamment dans le hand, et qui demandent une régulation. Et effectivement, le coach devient non plus, en tout cas sort de plus en plus de l'opérationnel pour être de plus en plus dans le système, les interactions, et c'est ça qu'il faut arriver à faire pour justement avoir cette vue globale. Et souvent, les entraîneurs ont peur de ça, ont peur de perdre le contrôle au profit des coachs les coachs ont cette transversalité. Et c'est ça, à mon avis, en tout cas pour avoir discuté avec plusieurs entraîneurs, qui leur font peur. Donc en gros, au contraire, l'idée c'est d'amener l'entraîneur à cette position. Et ça, il faut qu'il se fasse aider par un coach pour ça. Donc il y a plusieurs modèles d'équipe en France qui sont sur la duplication de ce modèle et qui arrivent à avoir une transversalité. Mais ça se construit, quoi. Ça vient pas du jour au lendemain. Donc chers entraîneurs, la psychologie de l'équipe vous revient.
Et il n'est pas question qu'un coach ou qu'un préparateur mental le prenne. Si c'est le cas, il faut revoir un peu le truc. Au contraire, c'est d'avoir de plus en plus de contrôle et de maîtrise, mais pas comme on pourrait le penser, c'est-à-dire avoir tout en tête, tout cadenassé. Non, c'est juste avec parcimonie venir dire quelque chose à un moment donné. Pour avoir échangé avec Claude Onesta, à un moment donné, il ne faisait même plus les temps morts. Alors, peut-être une connerie, peut-être pas, bon, voilà, mais en tout cas, pour donner le niveau d'autogestion de l'équipe qu'il était arrivé à donner. Entraîneur le plus titré, quand même, de tous les entraîneurs. Voilà. Bon, après, on peut dire qu'effectivement, chez ODB, on a un process d'intelligence collective. Oui. Voilà, que tu as développé et que du coup, il y a même la possibilité de se renseigner sur où on en est, faire une photographie à l'instant T dans ces équipes par rapport à ce process. Et le process a une certaine directive qui amène jusqu'à direction, qui amène jusqu'à une organisation. Après, quelle sera l'organisation de cette intelligence en tout cas, c'est... Tout à fait. C'est bien de le rappeler, j'avais oublié. Tout à fait. Un modèle d'intelligence collective qui permet effectivement de savoir expérientiel, de toute façon, pour l'instant, de savoir où on en est dans cette intelligence et sur quel pilier il faudrait plutôt appuyer pour développer cette intelligence, parce que c'est tellement beau en fait avoir une équipe qui performe au-delà de la performance et du résultat ou de la médaille. C'est l'osmose qui règne. La cohésion. La cohésion humaine, voilà. Ça en France, en tout cas les dernières équipes françaises, c'est ce qu'on arrive quand même à dégager ou pas, mais quand on arrive à le dégager, je pense à l'équipe de France de volley dernièrement, par exemple, les volleyeurs. Oui, et puis après, on a tendance à faire un focus sur le résultat, tu vois, la réussite. Ouais. Mais moi, dans tout ce qu'on dit, là, il y a un truc qui est essentiel, c'est que, moi je reprends ce que dit Nelson Mandela, parce que j'adore, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, dans la préparation mentale, le coaching, l'expérience collective que tu vas vivre, comment elle est menée, comment elle se construit. Alors bien sûr que le résultat, c'est l'objectif qu'on veut atteindre, gagner des compétitions. En revanche, même si tu n'atteins pas le Graal que tu t'étais fixé, mais que ton expérience de vie est riche de sens, d'échanges, de relations, d'expérience, de compréhension, de progression, en fait, c'est tout bénef pour qui tu es. Ouais. Alors là-dessus, j'entends des personnes qui disent ouais, mais on n'est pas obligé de s'aimer pour performer. Alors juste, je réponds à ça, parce que je l'ai entendu. et en fait, j'ai une référence en tête, c'est l'équipe de Bordeaux dans les années 80-85 avec Tigana, Giresse et autres. Pour avoir une personne du milieu, disait mais on ne s'aimait pas, on ne faisait pas des barbecues ensemble. Et donc en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, le sens, ça peut être juste la gagne. C'est-à-dire qu'en fait, si tout le monde est là et conscient qu'on est là pour gagner et qu'il n'y a pas d'attente autre que celle-là, ça peut fonctionner aussi. Mais il faut qu'on soit tous d'accord. Voilà, comme tu parlais d'écart, si du moment dans les interprétations de tout ce qu'on a, si l'écart est de plus en plus réduit, Exactement. De toute façon, une équipe qui s'aligne, c'est une équipe, on le dit, qui n'a plus peur de se montrer, dont les membres n'ont plus peur de se montrer tels qu'ils sont, mais dont les écarts aussi sont réduits de perception et de ce qu'on veut faire ensemble. Donc ça démarre sur une identité de groupe, ça va jusqu'à une vision de ce qu'on veut faire ensemble. C'est facile à dire, pas forcément facile à construire. Et ensuite, comment on s'organise pour y aller et comment on communique là-dedans, c'est donc notre modèle d'intelligence collective. C'est ça. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que l'une d'entre vous voudrait rajouter un élément qu'on n'aurait pas dit? Il y a plein de sujets qu'on pourrait faire autres, évidemment. Mais justement, n'hésitez pas à faire vos commentaires sur la chaîne. On les lira avec attention. Voilà. Si vous commentez cette vidéo, on se fera un plaisir de vous répondre ou de d'échanger. faire perdurer ce sujet. Cet échange, Si vous avez aussi des idées de sujets par rapport au sport, n'hésitez pas à nous les poster. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on débatte ou qu'on dissèque? Ça vous va? Oui. Parfait. Écoutez, merci à vous. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Cash Coach. Les coachs qui parlent cash.